mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Merci à nos invités d'être là également. Alors, nous allons commencer, vous le savez, comme d'usage, par quelques éléments biographiques. Commençons par vous, Belinda. Vous êtes romancière, essayiste et professeure d'université. Vous êtes née en Tunisie d'une mère d'origine corse et d'un père d'origine sicilienne. Vous êtes également docteur en littérature comparée, matière que vous avez notamment enseignée pendant une dizaine d'années à l'Université de Corse, puis à l'Université de Caen. En 1990, paraît aux éditions du Seuil votre premier roman, Dernière promenade à Pétropolis, dont le point focal est le suicide du célèbre écrivain autrichien Stefan Zweig. En 1994, avec le roman intitulé Trois nuits d'un personnage, paru chez Stock, vous initiez une réflexion qui restera centrale dans votre œuvre, la question du désir et de l'amour, mais aussi plus largement celle de notre humanité dans la relation à l'autre, aux autres. Plusieurs de vos livres, L'écriture du désir, prix de l'essai de l'Académie française en 2001, Le goût du baiser ou encore Le nouveau nom de l'amour, s'inscrivent ainsi pleinement dans cette démarche. Vous approfondissez aussi une approche philosophique et pluridimensionnelle sur la manière d'habiter poétiquement le monde. Les titres S'émerveiller, Un chêne et la forme du monde s'en font l'écho. Nous allons évoquer ce soir votre dernier livre, Les Vulnérables, un recueil de nouvelles paru cette année chez Stock. Charles Dantzig, écrivain, poète, éditeur et traducteur, natif de Tarbes, vous faites la conquête de Paris à 28 ans avec votre premier essai, Rémy de Gourmont, Cher vieux daim, publié aux éditions du Rocher. Pour la maison d'édition Les Belles Lettres, vous avez ensuite créé et dirigé 3 collections, publié les œuvres complètes de Marcel Schwob et plusieurs anthologies de la poésie. En 2001, votre deuxième roman, Nos vies hâtives, est récompensé par le prix Roger Nimier et le prix Jean Frostier. Devenu éditeur chez Grasset, vous y dirigez la collection Les Cahiers Rouges et en créez une autre, Le Courage, ainsi que la revue éponyme. En 2005, paraît votre Dictionnaire égoïste de la littérature française, prix Décembre et prix de l'essai de l'Académie française, véritable phénomène de librairie, suivi en 2019 d'un Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Vous avez traduit les textes d'Oscar Wilde, James Joyce ou encore Francis Scott Fitzgerald et produit plusieurs émissions de radio sur France Culture. Votre œuvre est auréolée de prix prestigieux, parmi lesquels le Grand Prix Jean Giono et le Grand Prix de littérature Paul Morand de l'Académie française. Nous allons évoquer ce soir votre dernier roman, Paris dans tous ses siècles, paru cette année chez Grasset. Je précise, félicitations d'ailleurs, qu'il vient tout juste de recevoir le prix Balzac 2024. Alors, une première question pour vous, Belinda Cannon. Votre livre est un recueil de nouvelles, 10 au total, dont certaines avaient déjà été publiées dans un autre contexte. Nous y reviendrons. Pourquoi les rassembler aujourd'hui et pourquoi sous ce titre, Les Vulnérables ? Alors, bonsoir à tout le monde, je n'ose pas dire tout le monde, mais à ce petit monde. Alors, le titre Les Vulnérables, c'est parce que, bien sûr, la vulnérabilité, on pourra peut-être en reparler, mais c'est un point commun de toutes ces nouvelles, de tous les personnages de ces nouvelles. Pourquoi ? Alors, il est vrai que sur les 10 nouvelles, j'en avais déjà publié 5 au fil du temps, dans des revues. Et alors, l'une d'elles, que j'ai publiée il y a plus de 20 ans, et que j'ai mise d'ailleurs à la toute fin du recueil, l'une d'elles était une nouvelle dont j'estimais que c'était la meilleure chose que j'avais écrite en fiction de ma vie. Vous imaginez comme c'est cruel, la meilleure chose en fiction, j'ai quand même écrit 7 romans, c'était 5-6 pages d'une nouvelle. Donc j'étais un peu chagrinée d'avoir de faire ce constat, bref, et un beau jour, j'ai voulu inclure la nouvelle dans un roman que je commençais. Je me suis dit, comme ça elle ne sera pas perdue. Vous savez, les nouvelles, quand c'est publié en revue, c'est-à-dire c'est nulle part, quoi. Ça se perd dans l'éther littéraire.
Et j'ai décidé de l'intégrer dans le roman que j'étais en train d'écrire, ça pouvait aller. Et j'ai essayé de la mettre en ouverture du roman ou bien dans le premier chapitre. Et là, je me suis aperçue que pour faire ça, pour intégrer la nouvelle dans une fiction, je faisais exploser tout ce qui m'intéressait dans la nouvelle. C'est-à-dire, je faisais exploser son type d'écriture. Et par cet échec, je me suis aperçue que la nouvelle était une forme absolument singulière, spécifique, qu'elle permettait des choses en matière d'écriture qui n'étaient pas possibles à l'échelle d'un roman. Et j'ai eu comme une révélation parce que je me suis dit, mais c'est ça, moi, que je veux faire, des nouvelles. Voilà, donc à partir de là, pour achever, j'ai repris 5 nouvelles qu'en effet, au fil des ans, j'avais publiées dans des revues. J'en ai écrit 5 autres. Et évidemment, je les ai prises parce qu'elles avaient cette cohérence du thème. Alors, Charles Dantzig, votre livre, Paris dans tous ces siècles, est un roman qui dessine une cartographie particulière de la capitale, à la fois intime, historique, littéraire, artistique, géographique et parfois même fantastique. La forme romanesque s'est-elle imposée? Auriez-vous pu, par exemple, choisir d'écrire un guide ou un dictionnaire de Paris? Non, sûrement pas. J'ai très spécifiquement voulu écrire un roman. Ça faisait assez longtemps que je n'en avais pas écrit. Et je voulais écrire un roman pour être plus intelligent parce que je trouve que la fiction est une forme très raffinée d'intelligence. Surtout, enfin, une forme de fiction qui tient beaucoup à la forme parce que nous vivons dans une période où la fiction est un peu confondue avec le narcissisme ou le réalisme le plus sordide et c'est vraiment pas mon affaire. Et donc, je trouve que la fiction est un moyen de révéler à la vie des choses qu'elle se cache. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un essai aussi intelligent soit-il qu'on peut dire dans un roman par de simples images, par exemple. Alors, sur la forme toujours, vos 2 livres sont extrêmement vivants, très agréables à lire, notamment par l'introduction de dialogues ou de discussions directes entre les personnages, parfois même chez vous, Belinda Cannon, sans aucune ponctuation introductive. Pourquoi ce choix de forme ? Écoutez, moi je suis entrée en littérature le jour où j'ai découvert, c'est devenu banal de le dire, mais le jour où j'ai découvert les romans de Virginia Woolf. Et ce qu'elle faisait avec les différentes, disons, couches de narration, la manière dont elle mêlait le récit, les descriptions, les pensées des personnages, les paroles des personnages, tout ça était mêlé avec une fluidité très musicale. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, on peut faire ça avec le roman. Au début, j'écrivais que des romans, contrairement aux apparences. Et donc, moi, j'ai gardé cet idéal, disons, d'arriver à créer une langue narrative de prose, mais qui soit, pour le dire un peu rapidement, musicale. Et je fais le pari qu'en intégrant de cette façon les dialogues à l'intérieur du récit, sans interruptions, bien que ce soit absolument clair que ça devient du dialogue à ce moment-là. Hein. Je ne crois pas que le lecteur se perde. En tout cas, je ne l'ai pas désiré si ça arrivait. Voilà, je cherche quelque chose qui est de l'ordre de la musicalité. Alors, chez vous, Charles Dantzig, il n'y a pas effectivement surabondance des dialogues, mais il y a la parole des personnages à intervalles très réguliers. Il y a aussi une structure un petit peu particulière avec des interventions en bas de page qui surgissent. Pourquoi ce découpage ? Alors, en fait, c'est un roman avec à peu près 7 personnages d'importance équivalente à qui il arrive des choses dans Paris aujourd'hui, des êtres humains, et à chacun, il faut dire que la forme est très spécifique, à chacun de ces êtres humains est assigné un animal, soit que ça soit un animal, soit qu'il soit un animal symbolique, soit qu'il possède cet animal. Par exemple, il y a un écrivain qui a un teckel, et à chaque fois que le chapitre, qu'un chapitre a pour personnage principal l'écrivain, au début de ce chapitre, le teckel parle et donne son avis, aussi bien pour contredire ce que va dire l'écrivain ou pour donner des indications, parce que j'aime bien
traiter la matière du mensonge dans le roman. C'est une chose très intéressante. Et d'autre part, vous l'avez signalé, en bas de page, j'ai essayé quelque chose qui, je crois, n'existait pas dans le roman et qui est excessivement compliqué à faire dans la fiction, et ça méritait beaucoup, c'est le brouhaha. Le brouhaha dans un film, c'est très facile à faire. Dans une pièce de théâtre, c'est très facile à faire. On peut avoir des voix qui se perdent. Fellini fait ça tout le temps. Il y a des gens qui passent dans l'image et qui disent quelque chose. Nous, ça nous arrive tout le temps. Et dans un roman, c'est très difficile à faire parce que si je devais rendre le brouhaha, par exemple, Sandra Alfonsi posait cette question et au même moment, au fond de la salle, quelqu'un dit, etc. Ça interrompt la narration et c'est extrêmement pénible. Donc, j'ai essayé... Et ça prive beaucoup dans un roman urbain et en particulier à Paris. Donc j'ai inventé de mettre entre deux filets en bas de page, dans les scènes où les personnages ou les animaux sont à l'extérieur, des phrases comme celles qu'on entend en croisant quelqu'un dans la rue. Et qui donne une tonalité très singulière parce que les bouts de phrases qu'on peut entendre dans tel ou tel quartier de Paris ne sont pas les mêmes phrases qu'on entend à Ajaccio, ne sont pas les mêmes phrases qu'on entend à Marseille. Et donc, ça contribue à donner ce brouhaha de la ville parce que Paris, Dieu sait, est une ville qui parle. Alors, vous venez de le dire, il y a quelque chose qui revient de façon récurrente dans votre livre, ce sont effectivement les animaux, nous y reviendrons, mais il y a une correspondance également chez vous, Belinda, puisqu'il y a beaucoup d'animaux et surtout des oiseaux. Dans votre livre, par exemple, Charles Dantzig, l'arrivée sur Paris commence par le commentaire fait par une mouette. Il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui s'expriment à intervalles réguliers. Chez vous, Belinda Cannon, les titres des nouvelles donnent déjà le ton, les gabions, les martinets, sans oublier un grand-duc qui apparaît dans une autre histoire. Alors pourquoi ? Pourquoi les oiseaux ? Pourquoi les animaux ? Pourquoi les oiseaux ? Si je vous dis que je n'ai pas fait exprès... Je ne vous croirais pas. Mais vous avez tort. Vous avez tort parce que moi-même, je n'avais pas remarqué qu'il y avait tellement d'animaux. Et c'est ma première lectrice, une amie à qui je faisais lire le recueil, qui m'a dit « mais c'est fou, il y a des oiseaux dans toutes les nouvelles ». Alors écoutez, moi j'aime beaucoup les oiseaux. Je suis très triste de ne pas savoir les reconnaître ou d'en reconnaître si peu. J'aime beaucoup la nature, bêtement. J'y vis le plus souvent possible. Et voilà, je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Ils se sont glissés dans ce que j'ai écrit. Il y a des choses qui sont involontaires dans l'écriture, qui sont notre goût et qui nous échappent un peu. Ça, par exemple. Certains oiseaux, justement, ont une symbolique très très importante, mais nous allons y revenir. La différence entre les deux livres, c'est que chez vous, Charles Dantzig, les animaux abondent, certes, mais parlent. Vous avez évoqué Guillaume, le teckel, il y a également Xanax, le chat d'un des personnages, Charbon, un autre chien, et tous les autres, jusqu'à un sympathique Surmulot qui nous livre ses impressions. Même les insectes qui tiennent un colloque mondial Jardin du Luxembourg, où il dépose une motion demandant l'animalisation des humains. Alors pourquoi cette omniprésence ? Eh bien parce que c'est en partie un roman sur... Enfin, c'est un roman sur le jugement. Et en particulier, ce jugement se porte sur la façon dont nous traitons les animaux et du comportement des humains avec les animaux. Nous vivons envers les animaux comme si c'était... ou bien nos choses, et c'est des animaux domestiques, ou bien des choses lointaines, et on appelle ça la nature, et c'est idéalisé. Moi, je ne crois pas tout à fait à l'idée de nature, puisque d'abord, la nature est une création de la culture, et depuis si longtemps que nous habitons sur la Terre, elle a été tellement modifiée que je ne suis pas très sûr qu'on doive d'ailleurs distinguer la nature et la culture. Et c'est ça aussi que ça veut dire. Et notre rapport aux animaux, et un critique a dit que c'était le premier roman antispéciste. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ça. Mais il y a de ça parce que nous avons une condescendance envers les animaux qui fait que nous pensons supérieurs à eux. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit vrai. Chez vous, Belinda, on a le sentiment, parfois, que les frontières entre règne animal et humain se floutent, pour le meilleur comme pour le pire. Dans une des nouvelles, par exemple, les enfants perdus sont appelés des anadromes,
comment dirais-je, ça ressemble aux esturgeons, hein, précisément, ou les petits poissons. Dans les gabions, par exemple, les oiseaux, ces oiseaux qui sont des glaneurs, ressemblent à Ludo, le personnage principal. Un autre personnage, Miskino, est comparé à une mouette ou à un goéland. Quant au loup, récurrent dans plusieurs histoires, il représente même dans les Martinets à la fois la narratrice et le lecteur, auquel vous vous adressez directement de la façon suivante: « Tu respires ou tu es déçu, mon frère loup ». Alors pourquoi justement cette porosité entre ces règnes qui sembleraient a priori inconciliables? Je dirais que les animaux nous permettent, enfin sont des images assez commodes d'un certain nombre de traits humains. Et donc la porosité en question, c'est celle de l'ordre de l'image, de la métaphore. Hein, c'est que l'animal permet de dire quelque chose, en tout cas dans les nouvelles, permet de dire quelque chose sur les humains dont il est question. Et c'est vrai que le loup, j'aime beaucoup les loups, vous savez, mais honnêtement, le loup, on le sait, dans notre imaginaire, c'est un grand prédateur surtout. Et voilà, donc à un moment donné, l'image du loup me sert à parler d'une certaine posture du lecteur, en l'occurrence des lecteurs. Et voilà, et chaque fois, c'est des images qui me permettent de parler des humains. Pardon, je voulais dire, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'on croit que les animaux ne parlent pas, mais les animaux parlent. C'est pas. J'ai mis aussi des animaux parlants dans mon livre parce que, c'est très amusant et je vois pas pourquoi on réserverait aux enfants la joie de lire des contes où des animaux parlent et que tout d'un coup, à l'âge de 7 ou 8 ans, ça doit passer et que nous, pauvres adultes, devrions nous ennuyer avec nos seules paroles. Donc il y a ça, mais les animaux parlent. Nous savons très bien que quand un chat miaule devant nous, il est en train de nous engueuler en disant « j'ai faim, il est tard, tu dois me donner à manger ». Et nous le comprenons très bien, nous allons lui donner à manger. Et je pense que de la même façon, tous les animaux parlent. Et d'ailleurs, ils doivent parler de nous. Je trouve qu'un des sons les plus tragiques de la vie est le braiement de l'âne. Et bien, je pense que qui nous dit que quand un âne braie, là, pas loin d'ici, dans le maquis, il n'est pas en train de dire « ah, le Dominique, quel crétin, qu'est-ce qu'on en sait ?» Probablement, oui. Alors, il y a un autre point commun qu'on pourrait penser un petit peu inattendu. On reviendra sur les personnages ensuite. Vous avez à intervalles réguliers des passages qui témoignent d'une fracture intergénérationnelle entre les personnages. Dans les nouvelles Céleste et les relations toxiques pour Belinda, dans les relations entre Victorien le fils et Victor le père, ou encore Gabrielle la mère et Irène la fille, chez vous, Charles Dantzig. Alors, je vais citer notamment ce que dit l'un de vos personnages dans Céleste à propos d'enfants qui ont fait sécession. Ils nous reprochent tout, l'état du monde, de la planète. Ils nous ont dit, vous avez tout bousillé. Ou encore, dans les relations toxiques, l'un des personnages dit, on veut changer ce monde plein de discrimination que vous nous avez laissé. Chez vous, Charles Dantzig, Victorien, le fils de Victor, donc l'écrivain, passe ses soirées au cœur du mouvement Nuit debout, place de la République, ce que son père ne comprend pas. De la même manière, les deux plus jeunes personnages du livre, de votre roman, Charles Dantzig, Irène et Victorien, jugent sévèrement leurs parents. Ils disent notamment, il y a les 40e rugissants, nos parents sont dans les 50e délirants. Ma mère perd la tête pour un petit mec, ton père est en train de tourner à l'aigre. Alors pourquoi justement est-ce présent dans vos livres? Et pensez-vous réellement que la fracture générationnelle est consommée? Non, c'est des personnages de romans, les fractures. Enfin, entre la mère et la fille, il n'y a pas tellement de fractures, elles s'entendent bien, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est une famille de femmes où elles s'entendent plutôt comme la ronze en foire sur le dos des hommes. Après, il se trouve que, pour mon roman en tout cas, j'ai voulu montrer un écrivain qui tourne à l'aigre et qui vieillit mal, il y en a plus d'un, et qui méprise son fils. Ça existe. Mais il n'y a pas qu'avec le père d'ailleurs, parce qu'il y a une scène du roman où le fils finit par comprendre qu'il a eu une mère atroce qui lui disait des choses. Sa mère lui inventait des faux souvenirs. Et en lui disant qu'il avait fait telle et telle bêtise, telle et telle énormité, etc. Et évidemment, la parole d'une mère, c'est sacré quand une mère parle. Je crois que les garçons, en tout cas, ne croient jamais leur père, mais ils croient leur mère dure comme fer. Donc, tout ce que dit une mère, c'est la voix même de la vérité.
Et il apprend par son père, d'ailleurs, puisque ses parents ont divorcé, que sa mère lui a inventé des faux souvenirs, ce qui est d'une cruauté sans nom. Et donc on peut comprendre qu'un enfant trouve que ses parents soient dégueulasses envers lui, ça peut exister. Oui, et justement, à propos de votre personnage victorien, donc, qui est donc un très jeune homme, fils d'un écrivain, Victor, vous avez un long passage sur son implication dans le mouvement Nuit debout. Pourquoi Sûrement pour emmerder son père, non Oui, non, mais dans votre roman, en l'occurrence... Dans le roman, il a 14 ans, comme ça, il prend son sac à dos, il va place de la République, où se passaient les sit-ins de Nuit debout, et son père va un peu inspecter quand même, parce que son fils a 14 ans, et il constate une chose qui est... Enfin, je lui prête un constat que j'ai fait moi, c'est qu'avec Nuit debout, il y a une chose très singulière qui s'est passée, pas du tout politiquement, mais presque esthétiquement, c'est que jusqu'à Nuit debout, mettons la précédente révolte qui était mai 68, d'abord, il faut dire deux choses, c'est que toute la France est un pays très littéraire et que toutes les révoltes sont littéraires. Nous avons des slogans qui sont parfois très amusants, parfois très poétiques, et que nul autre pays au monde n'a. Donc tout le monde est écrivain en France, y compris les contestataires. En 68, ce qui se passait, c'est que les slogans étaient sur les murs. Il y avait un slogan de mai 68 qui faisait beaucoup rire Clara Malraux, la femme d'André Malraux. Elle avait vu ça sur un mur de la Sorbonne, plus jamais Claudel. Mais c'était sur les murs. Et le père de l'écrivain, qui va un peu inspecter ce qui se passe place de la République, et ça je l'ai vu parce que moi, au moment de Nuit debout, je suis allé voir ce que c'était parce que ça m'amusait. Une chose très nouvelle, c'est qu'ils ont écrit par terre. Et tous les slogans place de la République étaient écrits par terre. Et maintenant, dans les villes, vous remarquerez que les slogans sont par terre. C'est une chose extrêmement nouvelle. Il y a eu une glissade comme ça, on est passé du tableau au tapis, et les slogans sont par terre. Et je fais déduire, à mon avis, un peu abusivement par mon personnage, que ça vient du fait que ça vient des téléphones portables. Comme nous marchons penchés en permanence, on voit mieux par terre que sur les murs. Et chez vous, Belinda, sur cette... fracture, rupture, incompréhension intergénérationnelle, pourquoi ces enfants qui reprochent justement à leurs parents l'héritage laissé, le mauvais héritage? Écoutez, moi j'ai le sentiment très vif d'une fracture générationnelle qui est très forte et qui n'a pas tout à fait la même allure que ce qu'elles avaient, parce qu'il y a toujours eu des fractures générationnelles. Mais disons que pendant longtemps... Voilà, ça, ils vont me détester. Je continue quand même. Pendant longtemps, les nouvelles générations ont reproché aux générations antérieures de leur manque de liberté. Elles ont revendiqué d'avoir plus de liberté. Et aujourd'hui, on est à un moment historique où c'est pas ça qui se passe. On a l'impression que les nouvelles générations réclament moins de liberté et ont des pratiques moins libertaires, disons, que les anciennes. Et ça me frappe beaucoup et ça m'inquiète énormément. Énormément, parce que vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a raison. Je veux dire, les jeunes nazis, ils ont été des jeunes aussi. Et ils ont promu et mis en avant une idéologie qui était complètement régressive. Et donc voilà, toute la jeunesse, toute révolte de jeunesse n'est pas forcément bonne. Donc déjà, ça m'inquiète. Et quant au fait que les jeunes nous reprochent aux générations antérieures, c'est vrai. Je veux dire, ce que je fais dire à mes personnages, c'est ce que disent les jeunes aujourd'hui. Par exemple, ils nous disent, vous avez bousillé le monde, vous avez laissé un monde foutu. Sans se rendre compte que s'ils avaient été là quand on avait leur âge, enfin s'ils avaient été jeunes quand nous l'étions, ils auraient fait la même chose. Vous voyez, bon. Donc reprocher aux générations antérieures d'avoir bousillé, d'avoir abîmé le monde, etc., c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais le reprocher aux personnes qui sont autour d'eux, c'est absurde. Voilà, donc puis j'ai été prof, donc je les ai vus évoluer, ces jeunes, j'ai entendu leurs discours qui évoluaient, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent dans la jeunesse. Voilà, ça j'ai l'air d'une vieille conne, excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors, dans le fil des histoires que vous nous racontez, l'un comme l'autre, il y a aussi à intervalles réguliers, et c'est le cas dans les deux livres, l'introduction d'une dimension fantastique ou onirique. Chez vous, Belinda, dans les nouvelles intitulées Céleste, Le Chêne
ou encore plus évidemment dans la nouvelle intitulée Le secret des passages, dont le personnage principal, Zam, est une femme vampire, non dénuée d'humanité toutefois. Chez vous, Charles Dantzig, il y a notamment la façon évidemment dont les animaux parlent, mais aussi des scènes comme l'apparition d'une sirène à cheveux d'algues dans la Seine, la poursuite surréaliste d'un éléphant dans Paris ou celle d'une grande tempête à la fin du livre. Pourquoi avoir fait cet usage de la dimension fantastique ? Moi, je ne crois pas que le fantastique existe. Ce qui existe, c'est ce qu'on veut voir. D'ailleurs, c'est bien plus qu'une sirène. C'est que deux des personnages marchent sur le Pont-Neuf à Paris et tout d'un coup, la scène se soulève pour créer un écran sur lequel est projeté un film. Mais ça ne me paraît pas si exceptionnel. Il y a aussi... moi, vous savez, je ne crois pas que le temps existe. Je crois que la durée existe. Je crois qu'on a créé une notion qui s'appelle le temps, dont nous avons une notion probablement à partir de, je vais être très pédant là tout d'un coup, à partir du XIIIe siècle, où je crois que c'est le moment où les horloges publiques sont apparues, et quel n'a pas dû être l'étonnement des braves Toscans de San Gimignano ou par là, de voir apparaître sur un clocher d'église une horloge qui mesurait le temps. Ça a dû être très, très stupéfiant. Il est d'ailleurs remarqué que c'est évidemment une institution de pouvoir comme l'église, mais ça aurait pu être n'importe quel autre qui s'est approprié le temps. Et toujours est-il que moi, le temps, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que la durée est, je sais qu'on vieillit, je sais qu'il y a des choses qui meurent et qui disparaissent, mais le temps, ça n'existe pas. Moi, je vis dans Paris, dans tous les temps, et en particulier une ville comme Paris qui est si chargée de fantômes, mais aussi d'idées d'avenir. Moi, je suis à Paris à 12h15 devant une plaque de rue disant « Le maréchal Lyautey est né ici » et je suis en 1920. Je continue et je vois Notre-Dame de Paris et je suis 2 siècles plus tôt. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée du temps ? Et donc, dans mon roman, pour signifier ça, c'est un roman qui se passe dans un présent, mais un présent un peu bizarre et de manière toute naturelle. La mairie de Paris, où on ne sait pas bien qui, a organisé ce qu'on appelle des déroulés historiques. C'est-à-dire qu'à de certains moments qui sont signifiés aux Parisiens, le bitume est enroulé dans les rues et puis le creux dessous, du creux sous le bitume se soulèvent des rambardes en acier et les Parisiens s'accoudent et regardent le passé. Et ça vient d'une idée que j'avais enfant. Moi, quand j'étais enfant, je croyais que si on soulevait le trottoir, Louis XIV était dessous. Et je crois que je n'avais pas tout à fait tort. Parce que d'abord, l'archéologie nous montre que le passé est dessous. Que faisons-nous quand nous lisons des livres d'histoire à part nous pencher sur un passé? Donc, ça me paraît tout à fait naturel, ces choses-là. Vous, Belinda, cette dimension onirique, fantastique, ces personnages qui apparaissent, Lucie, par exemple, Zam. Lucie ? Oui, dans le chêne. Lucie, ah oui, Lucie. Écoutez, là, à nouveau, j'ai envie de vous dire, c'est une question de goût. J'aime beaucoup ce que j'appelle le dérapage contrôlé. Quand la fiction dérape doucement et elle passe dans un autre registre ou un autre niveau, mais sans s'y attarder. Je veux dire, je n'ai jamais écrit de nouvelles fantastiques ou de romans fantastiques, mais j'aime beaucoup cette idée du dérapage où tout à coup on passe à un moment fantastique. Et là, je dirais aussi, c'est musical quasiment. Hein, c'est comme tout à coup, on change de registre musical, et cette friction bizarre nous fait plaisir à l'oreille. Et pour moi, le fantastique, c'est un peu de cet ordre-là, disons. Oui, je suis d'accord avec Belinda. Elle parlait de Virginia Woolf tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que... Enfin, je ne sais pas ce que c'est, le fantastique. Le fantastique, si, il y a des histoires avec des fusées, des gens qui ont une trompe là, mais ça me paraît les choses les moins imaginatives du monde. Mrs. Dalloway est une chose beaucoup plus fantastique, tout en étant absolument réaliste. Et c'est rien, c'est l'histoire d'une femme qui marche dans Londres et qui pense à la soirée qu'elle va donner. Et là aussi, il y a des ruptures de temps. Virginia Woolf n'insiste pas. Ça se fait comme ça. On entend Big Ben. Il y a ses pensées intérieures. Et tout ça, c'est très simple. Ce qui est compliqué, vous savez, il y a une chose. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est mal écrit. Ce qui est très facile à lire, c'est ce qui est très bien écrit et que les gens croient difficile. Virginia Woolf, c'est très facile à lire. Et Guillaume Musso, c'est très difficile à lire parce que c'est très mauvais. Bon, voilà. Donc, oui... Enfin, mettez le nom que vous voulez, mais... Alors, dans votre livre, Charles Dantzig, la littérature est l'une des clés et l'une des grilles de lecture de la ville. L'un des personnages principaux est un écrivain, Victor von Rie,
en panne d'inspiration tout au long du livre, dont les promenades dans Paris sont prétexte à des considérations sur la ville, le monde, l'écriture, les jeunes générations. Et l'un des personnages principaux, Nathan, qui est beaucoup plus jeune, qui est un jeune provincial, a découvert Paris en lisant Balzac. Alors, je vais vous citer ce qu'il dit, justement, et je vous inviterai à réagir là-dessus. « J'ai découvert les scènes de la vie parisienne au lycée. Je les ai toutes lues pour apprendre Paris. En provincial, Balzac a un sens de l'originalité corporelle de la ville qui va tellement de soi pour les Parisiens qu'ils ne la remarquent pas. Pour eux, les rues ne sont que des moyens d'aller d'un endroit à l'autre. Pour les provinciaux, ce sont des veines, des fleuves, des tapis volants. Elles ont des pouvoirs mythologiques. » Paris, c'est une ville singulière comme toutes les capitales et un peu plus que toutes les capitales parce que, enfin, ça c'est une chose où ce personnage me ressemble. Moi, je suis né à Tarbes, il y a des malheurs dans la vie et ça a beau être la ville natale de Théophile Gautier ou la ville familiale du comte de Lautréamont et de Jules Laforgue, ces trésors littéraires ne sont pas inépuisables. Donc heureusement, j'étais dans une famille à bibliothèque et et je suis tombé dans Balzac comme mon personnage. Et ce qui m'intéressait, c'était exclusivement les scènes de la vie parisienne. Vous pensez bien, les scènes de la vie provinciale, j'avais pas besoin qu'ils m'en décrivent les horreurs. Donc j'étais très passionné par ça. Et je crois qu'une capitale, ce qui est autre chose qu'une grande ville, une capitale, c'est un endroit où les imaginations se rencontrent. Paris est un endroit où toutes les imaginations de la France, en bien, en mal, il ne s'agit pas de ça, vont se rencontrer. Et ce sont des imaginations aussi bien d'entrepreneurs que d'artistes, que de politiciens. C'est une fournaise, Paris, que Balzac a très très bien montré, et qui est resté ça. Et Paris a cette singularité que c'est une ville qui existe depuis tellement longtemps avec ça que c'est une espèce de ventre qui fait ventre précisément de toutes les imaginations de ces grands écrivains. C'est une ville qui existe très profondément littérairement et peut-être plus que les Parisiens eux-mêmes ne le savent, qui sont souvent très ignares. D'ailleurs, vous dites toujours à propos de Paris, il n'y a pas de Parisiens en tant que conscience communautaire. Les Parisiens ne forment pas des communautés, mais une société. Paris se moque des origines, Paris absorbe les talents. S'il n'y avait que les natifs de Paris pour faire Paris, Paris serait Cannes, une ville confortable où les gens vivent comme on digère, sans personne pour inventer. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, j'ai rien à ajouter, je pense que c'est ça. La singularité de Paris, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on peut parfois penser en province, il n'y a pas de corps communautaire de Paris. Paris ne se pense pas comme une communauté, comme Tarbes, Ajaccio, Marseille. Dieu sait que Marseille se pense en tant que communauté. Et d'ailleurs, on a vu il n'y a pas très longtemps la flamme olympique à Marseille. Et les Marseillais, il y a des Marseillais, je peux parler ? Oui. Les Marseillais sont assez fascinants comme phénomène de... c'est vraiment des machos, c'est-à-dire qu'ils cognent et ils se plaignent. Et ils se permettent des choses que... Je crois que c'est la seule ville de France qui se permette des choses comme ça. Au moment de la flamme olympique, là, il y a un mois ou je ne sais quoi, quand elle est arrivée à Marseille, sur un grand, genre au château d'If ou un truc comme ça, il y avait un immense graffiti, et je vais le répéter puisque ça a été diffusé partout, il y avait écrit « Paris on t'encule ». Et ça c'est Marseille. Vous imaginez un petit timbre-poste comme ça à Paris, Marseille on t'encule, mon Dieu, le mépris social, l'arrogance, le truc. Donc en fait Paris n'a pas du tout cette conscience-là. Paris, au moins c'est sa qualité, Paris se constitue autrement et s'ouvre aux autres. Nous sommes des provinciaux, je crois, vous et moi, vous forcément vous l'êtes. Paris est une ville excessivement accueillante. Enfin, non, Paris n'est pas une ville accueillante, mais Paris est une ville... rusée et intéressée. Quand elle voit un talent, elle le prend. En réalité, c'est une ville féroce et très dure, mais une fois que quelqu'un a manifesté du talent, ça vous a dû vous arriver, ça m'arrive, enfin une espèce de talent, disons, tout d'un coup, la ville s'ouvre. Cette ville qui était si fermée, si obscure, on ne comprend pas les strates, c'est une ville qui a l'air claire, mais qui est très mystérieuse. Paris, au moins, Londres, c'est clair, on sait où est l'argent, on sait comment il se manifeste, il y a des titres. Paris, enfin, la France, c'est la capitale, la France est le creuset mondial de l'hypocrisie. Nous sommes le pays le plus hypocrite du monde et nous avons la capitale la plus hypocrite du monde, donc tout est caché.
On ne sait pas comment y arriver, on frappe à la porte de Paris et on n'y arrive pas. Il y a un texte que vous pouvez lire qui est merveilleux, qui est de Victor Hugo dans Littérature et philosophie mêlée, qui s'appelle Humbert Gallois, qui est le nom d'un jeune écrivain de la période romantique, d'un Suisse qui est venu à Paris en pensant conquérir Paris. Et c'est un texte très très beau d'une 20aine de pages de Hugo qui montre comment on peut mourir de Paris. Ce jeune écrivain est arrivé à Paris, comme tant de jeunes romantiques, pensant conquérir la ville. Il frappait à la porte de Paris partout, il n'a pas réussi, il s'est suicidé. Donc ça peut arriver. Mais par moments, quand ça marche, quand ce natif de Besançon qui était Théophile Gautier écrit des vers merveilleux, tout d'un coup, pouf, les portes s'ouvrent. C'est très curieux. Vous écrivez d'ailleurs « Paris est une ville où on entre, c'est rare, très rare ». Mais ça, je veux dire physiquement. Paris est une ville où physiquement on entre. Par exemple, vous arrivez à New York, vous êtes immédiatement à New York. Vous êtes à Manhattan, c'est Manhattan. Et vous êtes à Brooklyn, c'est Brooklyn. Vous savez que vous êtes à New York. Paris, vous entrez par la porte d'Orléans, vous avez l'impression d'être à Meaux. Enfin, ça ressemble à rien, c'est moche comme tout. Il y a des avenues pas très belles. Quelle que soit la porte par où vous entriez, ça n'a pas l'air de Paris. Et puis, il faut vraiment entrer dans Paris pour que Paris est encore plus petit qu'on ne le croit. C'est vraiment les quelques arrondissements autour de la Seine où tout se passe. Mais quand on y est, on n'en sort pas. Alors, toujours sur la littérature, le livre est d'ailleurs ponctué de passages très amusants, comme cette comparaison aussi savoureuse qu'inattendue entre Alexandre Dumas et les raviolis en boîte. Sur l'écriture, vous écrivez aussi, page 108, enfin, vous faites dire à votre personnage « La littérature n'intéresse plus personne. Mon erreur a été de croire que la façon de dire importait. Les gens lisent des histoires de meurtre. Je vais écrire sur un meurtre. » Je rappelle qu'il cherche un sujet dans le livre. Oui. Alors, les constats de Victor sont-ils également un peu les vôtres? En fait, ils sont un peu les miens et pas complètement les miens, parce que par ce personnage de Victor, j'ai voulu montrer un certain type d'écrivain français qui est très très singulier, qui est un écrivain de l'intime, puisque c'était dans sa jeunesse, il écrivait. J'ai un peu pensé à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu oublié maintenant, qui était Bernard Franck, qui sont ces... Mais vous pouvez prendre André Gide, par exemple, qui est un meilleur exemple. Des écrivains de l'intime, qui explorent leur intimité, qui en parlent très bien, et puis une fois qu'ils ont exploré leur intime, ils n'ont plus rien à dire, ils ne savent pas quoi faire, et ils passent à la politique. Comme a fait André Gide. André Gide a eu une deuxième vie en passant à la politique. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est un type très singulier d'écrivain. Et le mien va dans les émissions de télévision, dire tout fout le camp, etc. Mais en fait, moi, j'ai écrit dans un autre livre, pardon de me citer, mais j'ai écrit « Tout a toujours été pire ». Tout a toujours été pire. C'est-à-dire que nous sommes tellement vaniteux que nous croyons que nous venons d'inventer le mal. C'est pas nous qui l'avons inventé, tout a toujours été dégueulasse. Et il est vrai que nous vivons dans une période, je disais en arrivant tout à l'heure, où il n'y a plus un critique littéraire qui s'intéresse à la forme et tout ça, mais au fond, si je réfléchis, quand j'étais, moi, en classe, au collège, au lycée Théophile Gautier à Tarbes, anciennement lycée impérial, qui s'intéressait dans toute ma scolarité à la littérature? Moi, pas un autre. Les autres, ils s'intéressaient au rugby, ils s'intéressaient au machin, et au fond, d'une certaine façon, là, nous tous, nous sommes un petit cercle qui parlons de choses qui n'intéressent personne, mais avec une spécificité, c'est que la France a créé une schizophrénie, et c'est le génie de la France d'avoir persuadé, probablement c'est dû à Louis XIV, enfin des trucs comme ça, que la France on a réussi à persuader les Français qu'il n'y avait rien de plus important que la littérature. Et nous sommes le seul pays au monde à avoir ce fantasme-là, parce qu'en réalité, les Français s'en foutent. Mais là où on voit qu'ils y croient ou qu'ils voudraient y croire, c'est que je crois que nous sommes le seul pays au monde où nous avons des politiciens qui écrivent des livres. Et je ne parle pas de livres de programme. Des livres de programme, il y en a partout. Mais des romans. Enfin, Giscard écrivait des romans très très mauvais, mais ça veut dire qu'il y avait... Moi, j'étais tout à fait pour les mauvais romans de Giscard. Ça voulait dire qu'il croyait à la littérature, qu'enfin, dans sa vie, il croyait à quelque chose de mieux que lui, et c'était difficile pour Giscard. Mais Clémenceau écrivait des pièces de théâtre, et ça, c'est une singularité française qui nous est très très favorable. Continuons à faire semblant. Belinda Cannon, est-ce que vous faites le même constat sur la littérature ? À savoir ce que dit le personnage de Charles Dantzig, elle n'intéresse plus personne. Pardon, Belinda, je vous laisse la parole tout de suite. C'est pas vrai, on est là.
Et je ne plaisante pas. Certes, certes, mais tout de même. En tout cas, que la forme importe peu, c'est ce que dit également votre personnage, Charles. Disons que je partage tout à fait avec Charles Dantzig le constat qu'aujourd'hui, la majeure partie il y a quelque chose qui s'est dégradé quand même au fil des ans. Et il y a quelque chose qui est devenu frappant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on pratique énormément le récit personnel. C'est-à-dire que tout le monde raconte sa vie. Les violences qu'il a subies, qu'elle a subies, sa mère, son père, etc. C'est-à-dire, quand même, ça tourne. Je n'ai pas fait de statistiques, mais si vous prenez une rentrée littéraire, vous verrez qu'il y a 80% de récits personnels. Alors, ça peut être très intéressant et très fort, le récit personnel, hein, évidemment. Et je sais pas, on pense à Rousseau, on est très content qu'il ait écrit les Confessions ou les Rêveries du promeneur solitaire. Bref, donc c'est pas le problème, c'est quand tout le monde se met à raconter sa vie juste parce que c'est sa vie, que en plus, à côté de ça, vous constatez qu'il y a quand même une chose qui s'est beaucoup perdue, c'est ce qu'on appelle, c'est l'écriture. C'est-à-dire, c'est pas écrit. Ce sont des livres qui ne sont pas écrits, c'est-à-dire ils disent quelque chose, ils rapportent quelque chose, mais ils ne sont pas écrits, c'est-à-dire il n'y a aucune tentative d'avoir une forme d'écriture qui correspondrait à ce qui est raconté. Et c'est normal d'ailleurs, puisque ce qui est raconté, on l'a déjà lu un peu partout. Donc il y a quand même quelque chose de très neuf aujourd'hui et qui est la perte d'un projet qui s'appelait la littérature et qui consistait à dire des choses inouïes et à les dire dans une langue qui correspondait à ce qui cherchait à se dire. Bref, donc là, on est quand même à un moment très commercial de la littérature, je crois. Oui, je suis d'accord. Il est vrai que... décidément, je vais beaucoup citer Victor Hugo, mais il y a un vers que vous connaissez tous de Victor Hugo qui est France, pays des arts, des armes et des lois, et c'est devenu France, pays des arts, des larmes et du moins. Enfin, c'est vraiment... enfin, je veux dire, si Belinda écrivait « Mon oncle à Carnet la semaine prochaine, 300 000 ». Donc, il y a ça, et il y a une raison pourquoi c'est pas très bon, c'est que... j'espère que Belinda Cannon ne me contredira pas, c'est qu'en littérature et dans le récit en particulier, le jeu ralentit tout. Dès qu'on écrit jeu, le style, pour employer un mot auquel je ne crois pas beaucoup, ralentit. Et tout ça vient uniquement de la vanité, peut-être du scrupule, mais j'y crois pas beaucoup. C'est parce que à partir du moment où on est dans son jeu, on est tellement intéressant qu'on croit qu'on doit tout raconter. Donc ça fait des livres qui ressemblent à la série L'inspecteur d'Eric, où quand il ouvre une porte, on voit qu'il la main sur la poignée, il ouvre la porte, il tire la porte, etc. Par une espèce de vanité croisée de scrupule qui fait que c'est le contraire de la littérature. Moi, il y a une phrase de Montesquieu que je trouve merveilleuse dans Le Spicilège, qui est un recueil de pensées de Montesquieu, où il dit « il faut sauter les idées intermédiaires ». Quand vous avez compris ça, vous avez déjà compris la moitié de la littérature, et c'est une chose qui est empêchée par ces récits de moi souffrant. Encore une fois, et j'ai l'air atroce de dire un truc comme ça, parce que j'ai l'air d'être contre la souffrance. C'est pas ça la question. Mais, pardon, vous avez dit, dès qu'on dit « je », ça ralentit ? Ah oui, parce qu'il y a la... Pas en fiction, hein, en récit. Non, mais il y a le fameux exergue de Stendhal qui commence les mémoires d'Henri Bell en disant, si je ne me trompe pas dans l'ordre, je dis « je » parce que ça va plus vite. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, non, vous avez raison. Il dit « je » parce que ça va plus vite, mais c'est pas... Oui, vous avez raison. Oh, c'est dégueulasse, me faire contredire par Stendhal. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, vous avez raison. En fait, Stendhal dit « je » parce que ça va plus vite. Vous avez raison. Oui, c'est dans le Henri Brulard, mais... c'est pour justifier souvent des jugements politiques et des jugements abrupts, qui sont d'ailleurs les plus délicieux qu'il ait. Mais ce que je veux dire, c'est... Enfin... Non, vous avez raison. D'ailleurs, à la fin, Stendhal était un raté, puisqu'il n'a pas achevé la vie d'Henri Brulard et qu'il n'a pas pu le finir. Donc c'est moi qui ai raison. Alors, dans votre livre, Belinda Cannon, justement, nous parlons... Pardon, je fais un petit dialogue avec Belinda. Je voudrais savoir ce qu'elle pense, il me revient à l'esprit dans ce genre jeu, moi, gna gna. Moi, il y a une chose qui m'a toujours bouleversé, qui est Mallarmé, qui est le poète que nous connaissons, aussi délicat, qui sculpte des espèces d'idéogrammes en l'air, comme ça. Et Mallarmé a tenté
a eu un fils qui est mort, qui s'appelait Anatole à l'âge de 11 ans. Il en a été bouleversé et il a tenté d'écrire un poème qui s'appelle Pour un tombeau d'Anatole, et il n'est pas arrivé au bout parce que c'était trop proche de lui. C'est pas beau, ça, hein? C'est dramatique, mais ça veut dire que la littérature gagne quand même. Je veux dire, et que la littérature n'est pas quelque chose qui est aussi collé au moi qu'on le pense maintenant. Non, bien sûr, au contraire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je passe mon temps à dire du mal de la littérature personnelle, donc je ne vais pas vous contredire. Alors, restons dans la littérature, ou tout du moins dans la perception que certains peuvent avoir de certaines œuvres. Dans votre livre, Belinda Cannon, il y a une nouvelle qui s'intitule « Les relations toxiques », qui met en scène Jeanne, une professeure en butte à l'hostilité et à l'incompréhension de ses élèves au sujet des liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos. Et est-ce une façon, alors je vais citer par exemple ce qu'elles disent, hein, Valmont est un prédateur, directement à la professeure, vous ne parlez pas de la culture du viol, tout ça c'est des livres de vieux mâles blancs hétéronormés, vous dites que vous êtes féministe, mais vous n'utilisez jamais l'écriture inclusive, c'est chelou, tout ça c'est politique, tout est politique, votre cours aussi, notre corps aussi. Alors, je voulais vous poser la question suivante. Donc, on voit qu'à partir de cette œuvre classique que chacun d'entre nous a probablement lu et étudié, cette perception, cette nouvelle perception de ces textes, cette perception un petit peu pervertie, est-ce que cela entre en résonance avec quelque chose que vous avez vécu? Et pourquoi avez-vous introduit cette nouvelle dans ce livre? Alors, cette nouvelle, je dois vous dire qu'elle fait partie des 5 qui étaient déjà écrites. Alors je réponds tout de suite. Pourquoi je l'ai introduite? Parce qu'il y a des jeunes. Et un des fils quand même de ce recueil, c'est les enfants, la jeunesse. Voilà, c'est un des fils qui court à travers toutes les nouvelles. Tout à fait. Cette nouvelle, elle m'avait été commandée en fait par le journal Le Monde qui faisait une série d'été, il y a 3 ans peut-être, je ne sais plus, et qui m'avait demandé une nouvelle politique. Alors j'avais dit d'accord, j'aime toujours qu'on me commande des nouvelles, souvent ça m'inspire. Une nouvelle politique, alors qu'est-ce que je pouvais faire de politique? Et évidemment je suis toujours d'ailleurs extrêmement préoccupée, donc vous l'avez compris, par certaines dérives des jeunes gens. Et là, si vous avez bien entendu la série de citations du texte qu'a faite notre interlocutrice, c'est une série de clichés, mais c'est une série de clichés que vous avez tous forcément entendus. Vous les reconnaissez en fait. Donc la nouvelle reprend un type de discours qui est complètement des mots fétiches, des formules toutes faites, prêtes à penser, etc. Et donc j'ai voulu mettre en scène quelque chose qui est assez véridique, qui est la situation dans laquelle les enseignants sont confrontés lorsqu'ils ont face à eux ce discours déjà entièrement construit et qui ne demande pas le dialogue, d'ailleurs, qui ne recherche pas le dialogue et qui est asséné et qui concerne les discriminations, le féminisme, le racisme, enfin bref, toute une série comme ça de sujets. Alors, vous savez peut-être ou pas que moi-même je suis très féministe, donc j'ai pas de problème avec le féminisme, j'ai écrit sur les féminismes, etc. Mais justement, je souffre un peu d'entendre des discours pétrifiés, disons, et qui disent, par exemple, quand on dit mon corps est politique ou tout est politique, oui, sûrement, mais enfin il va falloir s'expliquer longtemps pour comprendre ce qu'on veut dire quand on dit une chose pareille. Et voilà, et la culture du viol, etc. Vous voyez, c'est un peu du prêt-à-penser quand même. On aurait envie qu'il y ait des développements et des choses. Encore une fois, dans ma jeunesse, les féministes se battaient contre le viol, ont permis que le viol soit reconnu comme un crime. Donc vous voyez, encore une fois, je ne suis pas du tout anti-féministe, de loin, mais je voulais mettre en lumière un certain type de discours pétrifié, préconstruit, qui évite de penser et qui sert sous forme de formule, qui sert à asséner à l'autre ce qu'on croit être des vérités ou ce qu'on voudrait être des vérités. Voilà, donc vous voyez que là, encore une fois, j'ai un peu exploré la question de la fracture générationnelle et
ce sont des jeunes gens, et donc moi je suis un peu inquiète, je vous l'ai dit tout à l'heure, de voir ce qui se passe en ce moment et cette absence de dialogue possible, parce qu'on ne peut pas dialoguer si l'autre n'a que des formules toutes prêtes. Vous parliez de féminisme, de femmes. En l'occurrence, ce sont des jeunes femmes hein, dans la nouvelle. Charles Dantzig, il y a dans votre livre une dynastie de femmes tout à fait fascinante, la dynastie Matromère. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? C'est une famille de femmes. Je crois qu'il y a des types de familles. Il y a des familles de cousins, il y a des familles de frères, et ça veut dire des familles où les cousins sont prédominants, où les frères sont prédominants. Et il y a des familles où les femmes sont prédominantes. Moi, j'en ai connu et j'ai voulu montrer ça dans ce livre. C'est une famille dont l'histoire commence à l'arrière-grand-mère et qui va jusqu'à une jeune fille d'aujourd'hui, et où les femmes ont la maîtrise de tout. Elles aiment les hommes, mais elles se marient, elles divorcent, elles font un enfant, elles s'en foutent. Ce qui les intéresse et qui les amuse, c'est d'être entre elles et entre femmes. Et je dois vous dire un secret, parce que d'ailleurs nous ne sommes pas très nombreux, c'est que je crois que dans un livre, tout doit être justifié jusqu'au nom des personnages. Moi, en tout cas, j'appelle pas un personnage Jules comme ça, et ce nom de famille, Matromère, qui est très bizarre, ça s'écrit M-A-T-R-O-M-E-R. Il se trouve que c'est une famille de femmes qui s'amusent beaucoup et qui sont toutes très spirituelles et très mordantes et parfois un peu injustes. Eh bien, ce nom de Matromère est l'anagramme de Mortemart. Et Mortemart, c'est la famille de Mortemart qui était la plus célèbre. Mortemart était Madame de Montespan, et dans les mémoires du duc de Saint-Simon et dans Voltaire et dans tous les mémoires du temps, il nous raconte l'esprit des femmes Mortemart, qui est une chose qui a marqué jusqu'à Marcel Proust, puisque si vous avez lu La Recherche du temps perdu, il y a l'esprit des Guermantes qui évidemment vient de ça. Et donc moi aussi, ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes Mortemart. Là, dans les mémoires de Saint-Simon, il y a non seulement Madame de Montespan qui était très spirituelle et très drôle, mais sa sœur, mais une cousine, etc. Et il y a des femmes qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de préjugé selon quoi, enfin stupide comme tous les préjugés, selon quoi les seules personnes spirituelles seraient les hommes. Bon, les gens m'ont écouté, mais c'est idiot de dire des choses pareilles. Il y a des femmes excessivement spirituelles, et donc les miennes sont comme ça. Enfin d'ailleurs, Madame de Staël était très spirituelle, enfin il n'en manque pas. Virginia Woolf, qui était une peau de vache, était très spirituelle aussi. Et tout ça, voilà. Donc c'est des femmes qui s'amusent entre elles et qui se... Voilà, les hommes passent comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'importance. C'est pas mal. Oui, c'est très bien. Je crois que ça existe d'ailleurs, non ? Je crois aussi, oui. Ça devrait. Dans votre livre, Bélinda, justement, en écho avec ce que vient de dire Charles Dantzig... Mais vous ne croyez pas, ça c'est à vous de me dire, est-ce que vous ne croyez pas que des femmes entre elles, mères, filles, cousines, tout ça, plutôt dans un cercle familial, sont beaucoup plus amusées que les mecs ? Je crois que les hommes sont très emmerdants. Non, moi je pense que ça s'équivaut. Ça s'équivaut ? Non, ils sont moins drôles, les hommes. Comment ? Les hommes, beaucoup d'hommes que je connais préfèrent la compagnie des femmes parce que c'est beaucoup plus rigolo, bien sûr. Ouais, voilà. Écoutez, je laisse chacun juge en fonction de son... Les hommes s'en vont en courant. Voilà, en fonction de son... Non, en tête à tête, les hommes, ça peut aller, mais en bande... Non, mais vous essentialisez, là, Charles Dantzig, oui, si je puis me peu. permettre. Un peu. Ça me manque un petit peu de nuance. J'ai horreur de la nuance. Ah ben voilà. J'ai horreur de la nuance. C'est bien pour ça que... Il y a une phrase de Balzac dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai lue quand j'étais petit à Tarbes, qui m'a paru très mystérieuse pendant très longtemps, un fragment de phrase qui est « La nuance ennemie de la finesse ». J'ai mis 30 ans à comprendre ça, et Balzac a raison. La nuance est une horreur, parce que la nuance est toujours au service de la tyrannie. La nuance est toujours au service de la tyrannie. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, avant qu'il arrive au pouvoir, c'est « mais oui, Trump, mais oui, on va voir, il exagère, mais c'est pas tout à fait ça. Mélenchon, maintenant, c'est ça. Mais non, il n'est pas vraiment antisémite, on devrait... » Non, tout ça. C'est toujours au service de la tyrannie. La finesse est beaucoup plus intelligente. Moi, j'ai horreur de la nuance. Je préfère Salomon qui tranche et on s'en débarrasse, même s'il y a une part d'injustice. La nuance, c'est toujours au détriment des faibles. Terminé.
Ah ben, et restons dans le domaine de la parole, du langage, nuancé ou pas d'ailleurs, puisque là aussi c'est important dans les deux livres. Dans votre nouvelle intitulée L'éclipse, Belinda, par exemple, vous évoquez, alors encore une fois, des jeunes, hein, c'est récurrent dans le livre, soit des enfants, soit des jeunes, vous évoquez les 200 mots de vocabulaire d'un jeune défavorisé qui se prénomme Sékou, et vous écrivez « Ils ont la parole avec leurs 200 mots pour envisager tout un monde changeant, et pas de place pour eux, croit-il, pas de place, et qu'est-ce qu'on peut comprendre avec 200 mots ?» Dans les relations toxiques, vous l'avez dit, vous parlez aussi de l'usage systématique des mots fétiches qui servent de prêt-à-penser. Chez vous, Charles Dantzig, comme ça vous réagirez ensuite, le langage est un point véritablement focal. À la fin du livre, d'ailleurs, les humains et les animaux parlent le même langage. Vous écrivez « Le monde ne sera... » On ne va pas dévoiler tout ce qui se passe avant, hein, mais simplement cette phrase « Le monde ne sera accompli que quand chacun de ses composants aura accès au langage ». Ce qui m'amène à livrer à votre réflexion une citation de Victor Hugo dont nous avons parlé tout à l'heure. Ah, c'est... Oui, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Eh bien, il avait bien raison. Non, bien sûr, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve que la principale source des conflits et des guerres dans l'humanité sont des questions de langage. Je crois qu'on devrait remplacer l'Organisation des Nations Unies par une Organisation mondiale de la grammaire, et déjà les choses seraient beaucoup plus simplifiées, parce que c'est toujours sur des malentendus de langage que les querelles se passent, et y compris nous avec la nature. Et je pense que, voilà, c'est évidemment idéalisé. Je pense que le monde idéal serait... Je pense que, par exemple, les animaux ont acquis un langage particulier. Vous remarquez, d'ailleurs, dans mon roman, je voudrais signaler qu'il y a une chose singulière, en tout cas dans l'ordre du langage, puisqu'on parle de ça, c'est que je n'emploie jamais à propos des animaux le lexique habituel des animaux. Car je pense que nous avons inventé un lexique spécifique par les animaux par mépris, conscient ou inconscient. Dans mon livre, les animaux n'ont pas de pattes mais ils ont des jambes, ils n'ont pas une gueule mais ils ont une bouche, qui est aussi une manière de... Je suis très woke en fait. Une manière de les rapprocher de nous. Et moi je crois que quand on pense que les animaux sont rudimentaires, etc., n'ont pas de langage, je ne crois pas ça du tout. Je crois qu'il y a, je ne sais pas quand, 20 millions d'années, les hommes se sont comportés comme des brutes et les animaux ont décidé de faire la gueule. Et ils ont un langage entre eux. Et puis, dans un monde idéal, on se réconciliera le jour où on pourra parler, mais aux feuilles. Alors, Belinda Cannon, sur cette notion justement de vocabulaire, alors dans votre livre, souvent la musique se substitue au langage, ou devient un langage à part entière, hein, que ce soit la musique classique ou les musiques urbaines, vous évoquez le slam ou le rap par exemple, mais plus spécifiquement sur ce rôle et ce pouvoir du langage. Je dois dire une chose d'ailleurs à propos du rap, que c'est pour moi l'objet d'une constante déception. Mais c'est peut-être parce que je connais mal, mais oui, moi j'aime beaucoup le principe du rap, c'est-à-dire du chanter-parler ou du parler-chanter, ou le slam, c'est-à-dire cette façon de vocaliser à partir de la parole, mais tout en maintenant la parole poétique, très vive. Bref, et malheureusement, souvent, je ne suis pas très contente des paroles que j'entends. Je veux dire, ça sert un type de propos qui n'est pas, voilà, qui est pas très réjouissant, mais je le regrette parce que la forme me plaît beaucoup. Oui, eh ben, écoutez, je suis de mon temps, c'est-à-dire que je constate que les gens ne lisent plus, qu'ils passent leur temps sur leurs écrans, que quand on demande à quelqu'un, un étudiant, est-ce que vous avez lu Madame Bovary, alors il répond non, pas personnellement. Donc vous voyez, des choses comme ça, c'est un peu affolant, c'est-à-dire il y a une perte du rapport naturel avec la lecture et la littérature, qui fait que oui, je suis un peu inquiète, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envisager le monde, comment on peut le penser, comment on peut penser quoi que ce soit du monde si on n'a pas les mots, si on n'a pas la langue pour le dire, l'aborder, le
le comprendre, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui se perd, en effet, dans l'accès au langage, dans l'accès et l'accès à la littérature, parce que la littérature, c'est quand même ce qui nous permet de déchiffrer le monde. Vous imaginez ce qu'on serait, chacun, si on avait comme seul instrument pour décoder le monde, si on n'avait que son expérience propre, et on serait des cerveaux vraiment très maigrelés. C'est parce que nous lisons, et parce que nous lisons de la fiction, parce que nous lisons toutes ces autres vies que la nôtre, que nous pouvons comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, c'est vrai que c'est une réflexion d'inquiétude à l'égard de la place de la littérature aussi. Mais Belinda Cannon a raison. Peut-être mon seul trait de fierté, je suis éditeur aussi, et il y a une vingtaine d'années, non, un peu plus que ça, il y a 30 ans, un universitaire tout à fait estimable est venu me proposer une traduction en français moderne de Montaigne. Et j'ai refusé de la publier, parce que moi j'avais appris à lire Montaigne, comme tout le monde, un peu difficilement, mais au fond pas tellement, à l'école, dans le français de Montaigne, la langue juteuse et qui ressemble un peu à une noix comme ça de Montaigne. Et je me suis dit, si tu publies une traduction en français moderne de Montaigne, il ne sera plus de 1600, mais il sera de moins 8000 ans avant nous, parce que ça éloignera la jeunesse de se parler qui au fond est assez naturel. Et parce qu'après tout aussi la difficulté c'est pas si mal. On nous propose de la difficulté pour tout, en matière pour gagner de l'argent, pour le sport, ces maudits Jeux Olympiques, là, l'effort, machin. Mais dès qu'il s'agit de lire 2 vers d'Apollinaire, ça devient un effort insupportable. Alors, quelques mots peut-être, Charles Dantzig, sur... Bon, nous sommes ici dans un musée des Beaux-Arts, et dans votre livre, les Beaux-Arts, les arts sont partout. D'abord, à travers votre écriture, à propos des ciels de Paris notamment, vous évoquez des ciels à la Tiepolo. On peut aussi lire page 227, cette très belle phrase, la nuit finissait, le violine pâlissait, le ciel se lave, le jour se lève, ou encore, page 325, le ciel était rouge, comme s'il saignait de devoir laisser la place à la nuit. Votre personnage, Victor, préface d'ailleurs des catalogues d'exposition, ce que vous avez fait ici même également. Alors, je voudrais savoir si ce goût pour les arts est aussi une grille de lecture du monde. C'est pas un goût, c'est en moi. Vous savez, je crois que, et je n'invente rien avec ça, moi je crois qu'il existe un seul art. Je ne crois pas que la littérature soit séparée de la peinture, de la musique, de tout ça. Ce sont des manières diverses de tenter de trouver un sens au chaos et de révéler les choses secrètes que les gens se cachent. Donc, pour moi, il n'y a pas une différence entre ça et un livre. C'est un moyen d'expression différent. Donc, ça me paraît tout naturel de parler d'un tableau et de tout ça est une chose vraiment spontanée et naturelle. Et d'ailleurs, mes personnages vont à un moment au musée du Louvre et le musée se ferme. Et je donne une indication qui montre que la victoire de Samothrace a bougé. Moi, je crois que quand on ferme les musées, les personnages se décollent des tableaux et font des sarabandes. C'est très joli. Belinda Cannon, dans une de vos nouvelles intitulée Le Chêne, le personnage principal est un peintre. Là aussi, question un petit peu, pour vous, ces arts, les arts, quels qu'ils soient, sont-ils dissociables? Oui. Ah, très bien. Je dirais oui au sens, mais je ne pense pas que ça contredise ce que disait Charles, au sens, par exemple, un scoop. Je viens de signer un contrat pour dans 2-3 ans, je voudrais écrire un livre sur Chardin, le peintre de nature morte et le peintre de genre. Franchement, pour moi, c'est un défi. C'est-à-dire, chaque fois que je dois écrire sur la peinture, et ça m'arrive, mais précisément parce que j'aime la peinture, mais aussi parce qu'il y a ce défi que lance un art muet à la parole, et à cette parole qui va devoir rendre hommage, rendre ce qu'on voit. Voilà, donc ça n'est pas la même chose, même si dans l'impulsion, comme le disait Charles, là je suis d'accord, dans l'impulsion qui fait qu'on aborde un art, que ce soit en effet la musique, la peinture ou la langue, on veut rendre, oui c'est ça, on veut apporter
un ordre au chaos. On veut mettre un peu d'ordre dans le chaos du monde, pour le dire vite. Mais en tout cas, ensuite, quand on pratique ces arts, c'est pas du tout la même chose. Mon travail universitaire a beaucoup porté sur la musique, c'est pour ça que sans doute que ça revient si souvent. Voilà encore un art complètement différent de la parole et qui a d'autres vertus et qui, lorsqu'on le pratique, en tout cas, est très différent. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, je peux pas parler de musique, c'est vraiment très difficile. J'ai un peu essayé de le faire dans au moins un de mes romans, mais c'est très difficile de parler de la musique parce que, en fait, c'est très difficile de parler des bruits et du son. On n'a pas le vocabulaire. On n'a aucun vocabulaire adapté au monde sonore, alors qu'on a beaucoup de vocabulaire pour le monde visuel. Et donc, en tout cas, écrire sur la peinture, par exemple, c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que je fais régulièrement. C'est pas la même chose. Justement, c'est un défi. Merci. Je vous propose à l'un comme à l'autre de nous lire un extrait de vos livres. Alors moi, je vais lire un extrait pour rendre hommage à Charles. Donc c'est dans ma nouvelle parisienne, et qui s'intitule Le secret des passages, et où les deux personnages, donc cette femme vampiresse, c'est jamais dit mais on le devine, emmène ce garçon, bref, ils se sont rencontrés, elle l'emmène la nuit dans différents coins de Paris. Lorsqu'ils arrivent au jardin des plantes, il se dit qu'elle aime peut-être la nature. Il passe au-dessus de la grille, là où elle est la plus basse, Zam plus agile que lui. Le long des allées désertes, le gravier crisse sous leurs pas, les grands bâtiments veillent, blocs d'ombre sous la pluie. Ensuite, il faut escalader une nouvelle fois et ils atterrissent au milieu d'enclos pleins de bruits inconnus et de parfums puissants. Il comprend qu'ils sont arrivés dans la ménagerie. Elle dit « Tu les sens autour de nous ?»« Quoi, encore des gens ?»« Non, écoute. » Il entend des grognements, des grattements, des froissements, des animaux partout. Chaque fois qu'il passe devant un grillage, les bêtes s'agitent et geignent, certaines s'approchent puis repartent vivement, d'autres s'attardent en les reniflant. Un sanglier darde vers eux ses yeux minuscules. Plus loin, des sortes de daims se tiennent à distance, hésitant, comme hésitent de petits animaux velus à longue queue, des oiseaux ventrus qui grattent la terre, des chèvres poilues. Jonathan sent la nervosité monter autour d'eux et en lui. Il n'a pas l'habitude de frôler des animaux sauvages. Dans un grand enclos, 2 tigres affolants, souples, énormes. Quand ils soufflent, on dirait qu'on les intéresse, mais ils ne devraient pas dormir à cette heure. Zam ne répond pas, concentrée. Elle cherche quelque chose, ou elle écoute, à moins qu'elle ne s'imprègne de l'électricité animale qui sature la nuit. Enfin, elle désigne un banc. « Mettons-nous ici, c'est le cœur de la ménagerie. » En se calant contre le dossier et en arrangeant son sac à dos sur son ventre, il a une impression de déjà-vu. Maintenant, la pénombre l'empêche de distinguer les présences, mais il entend le grouillement du vivant autour d'eux, la foule des corps qui semblent tous éveillés, quoique silencieux, et qui bougent doucement, chauds, palpitants, attentifs. La nuit résonne. Jonathan s'étonne d'être au centre de l'attention d'une multitude de bêtes, car il ne doute pas que toutes les observent ou se tiennent aux aguets dans le pressentiment d'il ne sait quel événement. Impression troublante de flotter dans un bain d'énergie vitale. Il sursaute quand un oiseau gigantesque vient se poser sur le banc à côté du leur. Dans la panique, il attrape le bras maigre de Zam qui se dégage aussitôt en disant « Ne crains rien, c'est le grand-duc ». Ça ne le rassure guère. L'oiseau les regarde avec ses gros yeux orangés, 2 aigrettes sur la tête accentuent son air menaçant. Jonathan, en alerte, surveille ses mouvements. Il ne mange que des petits animaux, des rats, des lapins, t'es trop gros pour lui. Zam s'assoit à côté du grand-duc qui agite imperceptiblement le bout de ses ailes brunes.
Jonathan a envie de lui demander s'il ne connaissait déjà, mais il retient la question, s'il se connaissait déjà, mais il retient la question absurde. Au bout d'un moment, ragaillardi par le calme de la scène, il murmure « Il tourne tout le temps la tête de tous les côtés. » Ses yeux sont fixes dans l'orbite, comme la plupart des animaux. Il doit faire pivoter la tête sur le cou pour voir autour de lui, comme elle. Merci, Charles Dantzig. C'est beau, on aurait dit une tapisserie des Gobelins. C'est beau, on aurait dit une tapisserie des Gobelins. C'est vrai? Avec ces yeux d'animaux et la menace. Alors, moi, je vais vous lire un passage qui n'est pas si loin des animaux non plus, puisqu'il y a un événement très important dans mon roman, c'est qu'à un certain moment, un éléphant s'enfuit du zoo de Vincennes. Et voici sa fuite. L'éléphant malade défonça la grille du zoo de Vincennes. Ivre de douleur, il barrit avec un bruit de train qui freine, puis fonça en direction de Paris. Paris, Paris. Au début du 19e siècle, son espèce y avait été reine sous la forme d'un éléphant de 40 pieds de haut, place de la Bastille, en maçonnerie peinte d'un joli vert, maquette d'une statue que le dictateur d'alors, pardon de dire ça à Ajaccio, avait ordonné d'ériger, mais chute du dictateur, abandon de la statue et ruine lente de la maquette, dont le plâtre avait noirci, tombant par plaques, comme le maquillage de ma bonne et vieille cousine Marie-Christine qui avait l'accent de Narbonne. C'est là que Victor Hugo a logé le fameux Gavroche. Il note à ce sujet l'apparition du mot gamin dans la langue française. S'étant suivi, tant les hommes aiment se rassurer à l'intérieur de type, l'espèce gamin de Paris. Son acte de décès a été enregistré, l'éléphant est long à arriver, je me rends compte. Son acte de décès a été enregistré dans une chanson de 1951. Rongé d'une maladie de peau comme l'éléphant de la maquette, rongé d'une maladie de peau comme l'éléphant de la maquette l'avait été d'une maladie de plâtre, l'éléphant du zoo pénétra trompe-levée, place de la Nation. Les voitures pilèrent, un bus dérapa. L'éléphant renversa des motards, donna des coups de trompe à des passants, déracina un feu rouge. Sur la vaste place, qualifiée de tourniquet à courant d'air dans un livre de Victor, au centre du jardin rond auquel on ne peut accéder qu'au risque de devoir traverser la très large avenue circulaire qui l'annelle, s'était avant Gavroche dressée une guillotine. Elle avait remplacé celle plus centrale de la Bastille, une fois que la portion ahurie de la population, plus nombreuse que la portion féroce, s'était lassée des exécutions. Je vais sauter un peu. Ayant grimpé sur le dos d'un lion en bronze, nous sommes toujours sur la place de la Nation où il y a une statue de la liberté, ayant grimpé sur le dos d'un lion en bronze, puis sur celui du génie de la liberté, l'éléphant posa les jambes antérieures sur la statue de la République, barrissant toujours plus fort, comme pour réclamer sa guérison au ciel, à cet instant bouché par un matelas de nuages crayeux. La République tomba. Elle n'est pas un coup d'état près, dit un mulot en se faufilant dans un égout. Les jambes arrière sur le génie, une jambe avant sur le globe terrestre d'où la République avait chuté, l'autre repliée. L'éléphant lança sa trompe en l'air et barrit de plus belle. Quelques passants filmaient. Un petit garçon échappa à la main de sa nounou et, titubant sur ses jambes bardées d'un pantalon rembourré, main en étoile, se précipita vers l'éléphant. Il s'arrêta d'un coup. La nounou, arrivée, se pencha sur lui en hurlant, pour elle aussi s'interrompre d'un coup. L'odeur de l'animal était vraiment forte. Elle reprit l'enfant par la main et lui fit traverser la place d'un pas net. Un autobus klaxonna puissamment. Un arbre agita ses branchages d'une manière affolée. À la neige du matin, le vent qui balayait le sol en bourrasque violente donnait au goût de l'enfant d'enchanteresses ondulations blanches. L'éléphant n'était pas plus effrayé par le froid que par les camionnettes de police. 2 jeunes agents dégainèrent leurs armes. Ils tirèrent sur une voiture dont la conductrice, prise de panique, ne s'était pas arrêtée sur leur injonction. Elle mourut aussitôt, ainsi que sa mère à son côté. Un 3e policier se précipita sur un homme qui filmait la scène et confisqua son téléphone. Comme l'homme protestait, un 4e agent le verbalisa pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. Plusieurs autres policiers accoururent, laissant la voie libre à l'éléphant qui prit la rue du Faubourg Saint-Antoine en barrissant. Sur les trottoirs, serrant les cols de leurs manteaux, les gens sortis des cafés et des boutiques se postaient. Il s'arrêta, les curieux reculèrent, il se frotta à un arbre. La chose faite,
il arracha un nouveau feu rouge et 2 panneaux de signalisation, comme s'il débarrassait les arbres de concurrents. Une pharmacienne sortit de son officine en courant, une seringue dans le poing fermé, elle cria de plus en plus fort à mesure qu'elle s'approchait de l'éléphant. L'aiguille se brisa sur la peau de l'animal qui ne sentit rien, au contraire de la pharmacienne. Heurtée par sa queue, elle tomba par terre. L'éléphant fracassa un panneau publicitaire à l'aide d'une poubelle en fer. Sur le poche de Sainte Aldetrude, qui n'existe pas et que j'invente, un prêtre à Naube, chasuble et étole le bénissaient pendant que 2 enfants de chœur balançaient des encensoirs. 2 corbeaux se posèrent dans un bruit de ciseaux, puis escortèrent l'éléphant en marchant sur la couche de neige à pas balancés. Après, il y a une scène de taxi, blablabla. Et puis on arrive. 30 camions de CRS arrivèrent place de la Bastille en même temps que l'animal. Des hommes en cagoule élevèrent des barrières anti-camions tout autour de la colonne de Juillet. L'animal sembla hésiter. Un instant après, il dressa la tête et, ses vastes oreilles de chou se repliant en arrière et la trompe dressée, il lança un barrissement plus triste que tous les olifants, de tous les Roland, de tous les ronceaux. Ayant fait, il baissa la tête, laissa gracieusement retomber sa trompe sur le sol en lettres J et resta immobile, comme à jamais, c'est-à-dire pour toujours. Merci. Merci beaucoup.